Bonjour tout le monde. Je vous propose de commencer notre webinaire sur le thème les entreprises en difficulté. C'est un webinaire qui est organisé grâce à nos partenaires et des personnes qui interviennent aujourd'hui de haute volée. Donc Denis Delaby, qui est directeur des entreprises à la Banque de France, David Emmanuel Ménet, administrateur judiciaire et associé de l'étude Ménet, et enfin Philippe Sidonier, qui est le président du tribunal d'Annecy. Alors, ce webinaire va être enregistré pour que le replay puisse être partagé avec l'ensemble de nos adhérents. Il sera mis en place, mis en ligne sur notre site internet. Alors, Denis, je vous propose de commencer par le volet statistique, faire un focus sur les défaillances des entreprises et aussi focus sur les entreprises du TRM. Et en deuxième partie de votre intervention, c'est l'accompagnement qui peut être apporté la banque aux entreprises. Merci Olga pour cette invitation. Ravi d'être parmi vous ce matin. Effectivement, donc différents points que je souhaitais partager avec vous. Le premier, projection macroéconomique, je pense que c'est toujours un peu nécessaire de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelle pourrait être la tendance dans les prochains mois. Alors, vous avez les dernières projections arrêtées à septembre par nos équipes du siège au service études. Ce qui est important de noter, et donc c'est là sur le premier graphique, premier tableau, et notamment sur les 3 dernières colonnes, vous voyez un taux de croissance du PIB qui a été revu à la baisse pour 2023 et qui devrait nous permettre d'atterrir aux alentours de 0,9%. Et je pense que vous l'avez, vous, sur le terrain, identifié. On a eu un premier semestre sans doute un peu plus dynamique que le deuxième semestre 2023 qui est un peu plus en retrait. On pense que 2024, ce sera plutôt l'inverse, hein, même si au final on aurait une croissance du PIB de l'ordre de 0,9 avec un premier semestre plus calme que le second et un rebond de la croissance pour 2025. Un autre point, IPCH, c'est l'indice des prix à la consommation harmonisé, donc harmonisé au sens européen pour mieux pouvoir comparer le taux d'inflation au niveau des différents pays de la zone euro. Une inflation qui, en moyenne annuelle, resterait sur 2023 aux alentours de 5,8, hein, un peu similaire à 2022, mais avec des composantes, on verra juste après, différentes, pour refluer significativement courant 2024 et flirter début 25 aux alentours de 2%. Dans le tableau B, juste en dessous, vous avez en fait l'atterrissage fin d'année qui est important d'avoir en tête, avec notamment concernant l'IPCH, donc l'indice des prix à la consommation harmonisée, qui devrait atterrir aux alentours de 4,5%. Il est encore aujourd'hui d'un peu plus de 5 ou proche de 5, je n'ai plus trop en tête, mais il devrait continuer à refluer d'ici fin d'année pour poursuivre son reflux courant 24. Et puis un autre point que je souhaitais partager avec vous, c'est le taux de chômage important et vous dire que le taux de chômage s'ajusterait avec un retard lié au ralentissement économique observé depuis quelques mois et qui devrait logiquement remonter sur 2024 et puis 2025 pour arriver donc un peu moins de 8%, 7,8 dans nos projections, mais qui resterait quand même inférieur à la période Covid, avant Covid. Alors l'inflation, c'est quand même important. Donc je passe très vite sur le graphique 1, puisque le pic de l'inflation avait été atteint au printemps et au tout début de l'été, hein, en avril et en mai dernier, avec un pic qui dépassait les 7%. Là, je vous le disais, on redescend et on devrait flirter d'ici fin d'année aux alentours de 4,5%. Ce qui est plutôt important, c'est le graphique 2 et c'est la composition en fait de l'indice des prix
à la consommation. Heu et si on regarde en fait ces histogrammes, on voit que sur 2022, c'est, essentiellement la composante énergie et notamment sur le 2e semestre 2022 qui a, sensiblement, impacté, l'indice des prix à la consommation. Sur 2023, c'est plutôt, la contribution de l'alimentation, la hausse des prix de l'alimentation qui a favorisé donc un taux d'inflation, assez conséquent avec un rebond un petit peu de la contribution des services et sur 2024, même si au final l'inflation, va rediminuer, significativement, on voit que c'est la contribution des services, en tout cas c'est l'impact dans les services marchands qui va être, moteur dans l'inflation, mais encore une fois plus modéré. Un point quand même sur, le financement, bancaire, financement aux entreprises, qui aujourd'hui est en, recul puisqu'on a bon nombre d'entreprises et j'imagine que vous, particulièrement où certains de vos projets sont peut-être repoussés, puisque pour lutter contre l'inflation aujourd'hui, la voie, prise par les, banques centrales, qu'elles soient européennes, américaines, anglaises et cetera, c'est, la hausse, des taux, d'intérêt. Donc on voit que le taux de refinancement, banque centrale européenne est aujourd'hui de 4. On pense qu'il ne devrait plus bouger ou très peu, puisqu'on voit qu'il commence à y avoir des effets, plutôt encourageants sur l'inflation qui, je le rappelle, est la mission centrale de la Banque centrale européenne, hein, de lutter contre l'inflation. Donc je disais que sur le graphique de droite, effectivement, les chefs d'entreprise, ressentent une hausse du coût de financement, lorsqu'ils se financent auprès de leurs partenaires financiers. Alors, le 2e point, un focus sur, les défaillances d'entreprises, à la fois en France et par région. Sur le cumul des défaillances en France, donc là, ce sont des chiffres arrêtés à fin août. On a eu, les chiffres, pas plus tard que vendredi dernier, sur, les défaillances arrêtées à fin septembre. Donc on est sur un niveau de défaillance aujourd'hui qui a retrouvé, celui, d'avant covid. Voilà. Donc il y a pas eu de remontée, spectaculaire, il y a pas eu de mur de défaillance, c'est juste entre guillemets «un retour à la normale», où on a aujourd'hui sur une année glissante, à peu près 51 000, défaillances d'entreprises. Après, si on regarde sur, les années qui précédaient le covid, on voit que la moyenne était aux alentours de 55 000. On est encore un peu loin de la moyenne, d'avant covid. Même si, heu, on assiste plutôt à une normalisation du nombre de défaillances. Alors sur la composition des défaillances, donc tout ça vous pouvez le retrouver bien entendu sur notre site Banque de France et puis Olga vous adressera le support un peu plus tard. Mais sur les défaillances et sur la composition, on voit que, hormis les micro-entreprises, donc les toutes petites entreprises qui sont encore, inférieures à leur niveau, pré-pandémique, heu, que ce soit les TPE, les PME et les moyennes entreprises, on assiste aujourd'hui à un rebond, des défaillances par rapport à août 2023, mais qui, voilà, au final retrouvent leur niveau d'avant covid. Ce point sur les, défaillances par région, c'est intéressant, hein, de l'avoir en tête. On est aux alentours de, alors là, on avait 50 200, on est à 51 000 sur septembre, donc il y en a un peu plus. Et vous voyez la décomposition par région des défaillances. L'Île-de-France, pèse aujourd'hui, un peu plus de 20 du poids des défaillances, mais voilà, son, heu, son poids économique est bien entendu beaucoup plus conséquent que les autres, régions. Mais on assiste donc encore une fois à une normalisation du niveau des défaillances au niveau national. À droite, on a retrouvé donc la décomposition dans le secteur du transport et entreposage. Je pense que c'est le secteur qui vous intéresse peut-être davantage. Et en fait, là encore, on a, l'Île-de-France qui est, davantage représentée que les autres régions dans le secteur puisqu'on a, l'Île-de-France sur les 2 000 défaillances nationales,
des entreprises qui œuvrent dans le transport et entreposage. On avait 765 entreprises, donc voilà, un peu plus de 35% d'entreprises qui étaient positionnées en Île-de-France. Et ensuite, on trouvait la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis également la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur les défaillances en Île-de-France, ce petit focus également par secteur d'activité pour partager avec vous les chiffres de juillet. Pour vous indiquer, donc vous avez deux colonnes, la colonne de juillet 2022, juillet 2023, donc cette année, et puis le taux de croissance annuel. Et là, le constat qu'on a pu dresser, c'est que le secteur dans lequel vous êtes, bien sûr, a progressé comme les autres secteurs, mais de façon moindre quand même, puisque d'autres secteurs, et notamment l'hébergement et la restauration, est fortement impacté sur la dernière année avec bon nombre de défaillances suivies en termes de taux de croissance dans le secteur de l'industrie et puis de la construction et réparation automobile. Donc forcément, vous, derrière, voilà, j'imagine que ces défaillances ont un impact, vous, sur votre volume d'affaires, puisque davantage de défaillances signifie peut-être moins d'activité dans le transport et logistique. Voilà, sur les défaillances. Alors, du coup, derrière, qu'est-ce que la Banque de France propose pour pouvoir accompagner et traiter les difficultés de financement des entreprises? Bah, il y a la médiation du crédit. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, qui existe depuis 2009. Hein, c'est pas nouveau. Elle a été mise en place au moment de la crise financière de 2008. Donc voilà, on a un peu d'expérience dans le domaine. C'est une procédure qui est ouverte à toute entreprise dès lors que l'entreprise donc rencontre des difficultés de financement euh, avec ses partenaires financiers. Et la médiation est aussi accessible aux entreprises qui rencontrent une difficulté d'assurance crédit ou de fonds propres. Voilà, c'est ouvert à tous, qu'on soit chef d'entreprise, auto-entrepreneur, artisan, commerçant, créateur, repreneur, dès lors qu'on rencontre des difficultés de financement avec son prêteur, ses prêteurs, on peut se tourner vers la Banque de France. C'est une procédure qui est gratuite et qui est bien entendu confidentielle. Alors comment on fait concrètement? Donc il y a un site, c'est le site médiateurducrédit.fr. Vous avez en fait, voilà la trame, hein, des documents à produire, j'y reviendrai juste après. Et en cas de difficulté, vous avez la possibilité également d'être accompagné, puisqu'on a des tiers de confiance qui travaillent avec nous, des tiers de confiance dans le cadre de la médiation du crédit. Donc il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Et ce sont des professionnels qui œuvrent voilà, à la chambre de commerce, d'industrie, à la chambre d'artisanat, au MEDEF, à la CPME, l'UPA, etc. Et qui peuvent vous accompagner dans la constitution du dossier. Mais c'est assez simple, hein. Voilà, c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc le but de la médiation du crédit, c'est de pouvoir suffisamment anticiper les fragilités financières, orienter vers le meilleur interlocuteur et puis proposer bien sûr une solution à chaque entreprise. Et dans le cadre de la médiation du crédit, vous savez que la période du Covid a fait en sorte que un enfin un important nombre d'entreprises a été accompagné par les partenaires financiers, pardon, au travers de PGE, donc de prêts garantis État. Et donc ces prêts ont été consentis sur plusieurs années. Et aujourd'hui, voilà, le ralentissement économique peut vous amener à constater des difficultés à honorer les mensualités. Et donc, la procédure de médiation du crédit va plus loin, puisqu'on peut restructurer en fait les dettes liées au PGE. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, chef d'entreprise, dirigeant. La première, c'est une restructuration bilatérale du PGE avec sa banque. Voilà. L'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il y a la perte de la garantie de l'État au-delà des 6 ans. Voilà. La solution, entre guillemets, plus confortable, donc il y en a deux.
La première, c'est celle qui est tout en bas, c'est la restructuration du PGE dans le cadre de la médiation du crédit, puisque nous, dans le cadre de la renégociation, on peut aller 2 années supplémentaires, donc 4+2, parfois on peut aller jusqu'à 4, au-delà des 6 ans, donc ça peut nous amener sur quelques dossiers jusqu'à 10 ans, et on a également le maintien de la garantie de l'État. Et puis il y a une autre procédure, mais là je laisserai les autres intervenants, David notamment, voilà, je pense intervenir sur la restructuration du PGE dans le cadre d'une procédure collective plus globale. Voilà. Je rappelle que la médiation du crédit, comme son nom l'indique, c'est une restructuration liée à des problèmes de financement, heu, essentiellement bancaires. Alors nous, Banque de France, on est compétent dès lors que les PGE ont un montant inférieur à 50 000 €. Voilà, on est la porte d'entrée pour toute restructuration de PGE dont le montant qui avait été consenti initialement était inférieur à 50 000 €. Au-delà de 50 000 € de PGA qui avait été consenti, le point d'entrée, c'est le conseiller départemental à la sortie de crise, voilà, qui pourra au cas par cas soit orienter le dossier vers nos services ou peut-être vers le conciliateur, vers les tribunaux. «L'inconvénient» entre guillemets de la procédure de médiation, il faut en avoir conscience, c'est que le partenaire financier peut être amené à entre guillemets «à déclasser sa créance», voilà, et vous pouvez peut-être sur le terrain avoir un peu plus de difficultés à obtenir de nouveaux financements. Voilà, le temps de restructurer la dette liée au PGE. Alors concrètement, sur la procédure de restructuration des PGE, qu'est-ce qui est attendu voilà, dans la constitution du dossier? D'abord, c'est une attestation de l'expert comptable ou d'un commissaire aux comptes qui atteste que l'entreprise ne se trouve pas en cessation de paiement, puisque là, bien entendu, on n'est pas compétent. Il atteste également que l'entreprise n'est plus en mesure immédiate d'honorer ses échéances de PGE. Et puis, il atteste également que l'entreprise a bien entendu des perspectives commerciales et financières pour assurer sa pérennité. Donc, on va dire que c'est voilà, un trou d'air momentané et que la médiation du crédit, la restructuration doit permettre de passer ce cap difficile et puis de retrouver quelque part une dynamique commerciale qui lui permettra d'honorer le plan d'amortissement qui aura été élaboré par la Banque de France et puis les banquiers. L'entreprise ne doit pas avoir été précédemment en médiation du crédit et il faut savoir que la procédure de médiation du crédit porte sur l'ensemble des concours bancaires qui sont à maturité dans l'entreprise. Enfin, il faut également que en tout cas qu'un de vos partenaires bancaires ait été informé de l'ouverture d'une procédure de médiation du crédit. Le site internet, je le rappelle, donc en résumé, le dossier de saisine que vous devez constituer doit comprendre l'attestation de l'expert comptable, la constatation par mail qu'une des banques a été informée. Vous devez également nous adresser, si on ne les a pas, des exercices comptables et financiers pour qu'on puisse, nous-mêmes, avoir un avis sur la capacité de rebond de l'entreprise. Un état des dettes fiscales et sociales, puisque ça, nous, on est incompétents, bien sûr, pour pouvoir réaménager, c'est pas notre niveau. Et puis, bien entendu, tout document qui, permette de, heu, montrer que l'entreprise a la capacité de rebondir. Donc on a 48 heures à réception du dépôt du dossier pour se prononcer sur l'éligibilité de la demande. Ensuite, on se rapproche des, partenaires bancaires et on restructure l'ensemble des dettes bancaires, du PGE bien sûr et puis d'autres prêts, que l'entreprise pourrait avoir. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment la restructuration, financière puisque, la restructuration porte véritablement sur l'ensemble des concours bancaires, qu'ils soient, court terme, et moyen, long terme. Et au final, bien sûr, il nous faut l'accord unanime de tous les prêteurs pour pouvoir mettre, en place cet accord de restructuration.
Donc, il faut savoir, voilà, ici en Île-de-France, on a un taux de succès quand même dans le cadre de la médiation du crédit qui approche les 55%. Voilà, on est une des régions qui a entre guillemets, le plus de succès dans le cadre de la restructuration, puisque voilà, on a réussi à collecter de très bons dossiers, de très bons contacts avec les dirigeants et on a suffisamment d'arguments pour essayer de faire valoir la capacité de rebond des entreprises. Et un autre point que je souhaitais partager avec vous, en dehors de la médiation du crédit, c'est le rôle de nos correspondants TPME. Voilà, puisque vous le savez, la Banque de France est présente sur chacun des territoires, dans chaque département. Donc on a vraiment un maillage omniprésent partout en France. On connaît bien le terrain, on a une expertise également du tissu économique local. Et on a noué des partenariats forts avec un certain nombre de relais. Ce sera le slide suivant. Et le but, en fait, de nos correspondants TPME, c'est de pouvoir accompagner les entreprises tout au long de leur développement ou éventuellement lorsque les entreprises traversent un moment un peu plus difficile. Donc, vous voyez les différents thèmes sur lesquels on est plutôt à l'écoute des entreprises, que ce soit le thème de la création, de la gestion, du choix de financement, ce qu'il me faut du court terme, du moyen terme, dans le cadre du développement, dans le cadre des difficultés de transmission. Je sais que c'est un sujet, voilà, qu'on avait évoqué aussi à un moment donné avec Olga, parce que c'est un sujet qui préoccupe, également les entreprises dans votre secteur. Et puis la prévention et traitement, des difficultés des entreprises, on en a parlé à l'instant. Et donc on s'appuie, bien sûr, on oriente nos interlocuteurs vers un réseau, de professionnels le plus adapté et donc on a entre guillemets des tiers de confiance. Alors là, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, on a essayé de mettre l'essentiel, du réseau de professionnels sur qui on s'appuie, et on met en relais justement ce réseau de professionnels avec les demandes des dirigeants d'entreprise pour que, on puisse vous accompagner dans votre demande et dans votre besoin. Alors, comment on contacte le correspondant TPME? Bah, tout simplement, vous avez ce numéro-là, 0800 08 32 08, c'est gratuit. Et puis également, vous pouvez nous écrire directement à TPME et ensuite vous mettez le numéro du département. Donc TPME, voilà, 59 si vous êtes dans le Nord, arobase banque-france.fr ou TPME 92 pour les Hauts-de-Seine, arobase banque-france.fr. Et puis, bien sûr, derrière, on s'engage à vous apporter une réponse et à vous orienter vers le bon interlocuteur en fonction du besoin que vous aurez exprimé dans votre courriel. Voilà, Olga, voilà quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Merci beaucoup, Denis. Alors, on aura à la fin de cette séquence un petit temps de questions et de réponses. Donc, je propose d'attendre et puis continuer le déroulé de notre webinaire. Et puis maintenant, la parole à David et à Philippe. Oui, merci Olga. Je vais faire une petite introduction et je laisserai Maître Menet décrire rapidement les procédures gracieuses. Le droit des entreprises en difficulté, c'est comme la médecine. Il y a la médecine préventive et il y a la médecine curative. Et on sait tous que la médecine préventive, c'est celle qui a les meilleurs résultats et qui aboutit à sauver des vies ou en tout cas les prolonger de façon significative. La médecine curative, elle fait ce qu'elle peut en fonction de l'état dans lequel se trouve le patient. Pour les entreprises en difficulté ou qui commencent à rencontrer des difficultés, c'est exactement la même chose. Alors, le législateur a eu l'intelligence de créer trois procédures amiables, qui sont le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde, qui s'adressent à des entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Ça, c'est la médecine préventive. La médecine curative, c'est qu'on a passé le stade de la... On est rentré dans un état de cessation des paiements, et à ce moment-là, on va soit vers une procédure d'endossement judiciaire, soit dans le pire des cas, vers une procédure de liquidation judiciaire. Alors, le taux de réussite des procédures amiables, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, sachant que
Statistiquement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais mandat ad hoc et conciliation représentent la très grande majorité des procédures de prévention des difficultés. Le taux de réussite, je ne le connais pas avec précision, mais il tourne autour de 80-85%, sachant que Maître Menet me disait il y a quelques instants, compte tenu de leur implantation multirégionale, à savoir Savoie, Haute-Savoie, Isère, département du Rhône, région parisienne et le sud de la France, le taux de réussite des mandats ad hoc et des conciliations est supérieur à 90%. Imaginez la personne à qui on annonce un cancer qui est arrivé tôt. On lui dit votre taux, votre chance de guérir est de 90%. Si maintenant on rentre dans les procédures qui ne sont pas des procédures de prévention, mais le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, les entreprises qui déposent le bilan, je crois qu'il y en a plus de 85% qui vont directement en liquidation judiciaire. Le reste rentre en redressement judiciaire et les redressements judiciaires se terminent de trois façons relativement équilibrées, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers, le meilleur, il y a un plan de restructuration, en général sur 10 ans, et qui est intégralement respecté. L'entreprise est sauvée avec les mêmes dirigeants, les mêmes actionnaires, etc. Le deuxième tiers, c'est le plan de cession. C'est-à-dire qu'au bout d'une période d'observation, finalement, on met les actifs de l'entreprise en vente avec des candidats acquéreurs qui vont reprendre en général la grande majorité des actifs et bien souvent, dans la plupart des cas, une partie seulement du personnel. Voilà. Et le troisième tiers, ce sont des redressements judiciaires qui se terminent en liquidation judiciaire parce qu'on s'aperçoit, après cette période d'observation qui peut durer 3 fois 6 mois, que l'entreprise est exsangue et n'est pas sauvable et n'intéresse personne. Donc, c'est la liquidation judiciaire et la disparition à la fois de l'outil de travail et des emplois, outre pour le chef d'entreprise, la disparition de son capital, bien évidemment. Voilà. Donc, j'insiste très, très lourdement sur le fait qu'il ne faut pas attendre que les difficultés deviennent importantes, puisqu'encore une fois, avec un taux de réussite de l'ordre de 90%, les procédures, mandat ad hoc et conciliation principalement, mais également sauvegarde, aboutissent à un succès. Alors, si vous ajoutez les plus de 55% de réussite de médiation du crédit, on voit que si le chef d'entreprise n'attend pas, il a pratiquement toutes les chances de sauver son entreprise, ses emplois, ses actifs et également son capital. Voilà. Il faut savoir que au tribunal de commerce d'Annecy, mais la très grande majorité des tribunaux de commerce de France et de Navarre fonctionnent comme ça. À Annecy, nous avons une cellule de prévention qui est composée de 4 juges qui font une rotation tous les 15 jours. Donc, chaque juge est de garde pendant 15 jours. Lorsqu'on reçoit une demande, lorsque le greffe du tribunal reçoit un courrier demandant un rendez-vous pour ouvrir une procédure de prévention, mandat ad hoc conciliation, le rendez-vous est accordé par l'un des 4 juges en civil. Ça ne se passe pas dans une salle d'audience. C'est comme nous sommes maintenant, comme vous nous voyez. D'accord ? Donc, il n'y a pas le côté solennel, sacramentel du palais de justice, etc. C'est finalement un dialogue entre chefs d'entreprise, parce que tous les juges sont chefs d'entreprise ou cadres dirigeants. Et le rendez-vous est accordé dans les 48 heures, 72 heures maximum. Donc, nous sommes très réactifs. L'ordonnance est signée par le président le jour même ou au plus tard le lendemain matin. Ça veut dire que nous n'attendons pas. Nous nous mettons vraiment au service des chefs d'entreprise qui viennent nous solliciter, de façon à ne pas perdre de temps pour assurer le plus grand pourcentage de réussite. Voilà. Je laisse la parole à Maître Menet qui va vous décrire les procédures dont on vient de parler. Merci. Oui, donc je vais vous afficher la présentation juste pour compléter les propos du Monsieur le Président. Effectivement, on a un taux de réussite en amiable
qui est très important, mais le taux d'échec, lui, est en lien effectivement avec l'arrivée souvent trop tardive des entreprises. Et bon, sans prétendre à un taux de réussite de 100% si tout le monde arrivait suffisamment tôt, on voit là que le timing est extrêmement important sur les chances de succès de ces procédures qu'on va vous présenter. Les procédures préventives, on a une dichotomie dans ces procédures préventives. On a la partie confidentielle où on retrouve le mandat ad hoc et la conciliation, et une autre procédure qui est la procédure de sauvegarde, qui, elle, est une procédure dite collective et par définition publique. Le gros avantage du mandat ad hoc et de la conciliation, c'est précisément leur confidentialité, puisque le fonds de commerce est préservé. Dans les relations avec les clients, le chiffre d'affaires, lui, n'est pas affecté, et on a trait tant au mandat ad hoc qu'à la conciliation, les partenaires choisis par l'entreprise et qui sont généralement les créanciers, enfin les partenaires bancaires et les créanciers fiscaux sociaux. On peut également choisir certains partenaires spécifiques comme le bailleur, et ces procédures servent aussi à gérer des conflits qu'on peut avoir entre associés, puisque on ne sait que trop bien que le conflit qui peut régner souvent aussi parce que des entreprises se portent bien et les associés peuvent se disputer sur la répartition des bénéfices de l'entreprise. Eh bien, ce conflit entre associés, inévitablement, va avoir des répercussions à court ou moyen terme sur l'activité de l'entreprise et donc sur sa rentabilité, la mettant par conséquent en danger. Et le mandat ad hoc, lui, sert aussi à résoudre ce type de difficultés. Donc là, on est véritablement en amont, mais toujours bien conscient de la situation dans laquelle l'entreprise peut se retrouver in fine. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour distinguer entre le mandat ad hoc et la conciliation, qui, je le rappelle, sont deux procédures confidentielles, on est toujours sur cette notion d'état de cessation des paiements, et en l'espèce, un état de cessation des paiements qui doit être absent pour le mandat ad hoc et inférieur à 45 jours pour la conciliation. Ça a des conséquences, évidemment, qui sont différentes, puisque dans le cadre du mandat ad hoc, qui est la procédure préventive la plus souple qui existe dans la loi, et pour quelque part récompenser le dirigeant qui saura venir suffisamment tôt, donc en amont d'un état de cessation des paiements, le législateur ne limite pas. Alors, le président, par l'effet de son ordonnance, j'allais dire, séquencera la mission confiée au mandataire ad hoc, mais aussi longtemps que le mandataire ad hoc aura besoin de rester en mission et que l'entreprise aura besoin de la présence du mandataire ad hoc à ses côtés, eh bien, le président a la capacité, sans limite prévue par les textes, de proroger sa mission. On a parfois, et précisément dans les cas les plus compliqués de conflits entre associés, des mandats ad hoc qui peuvent durer 12-18 mois. L'objectif, c'est évidemment pas de s'inscrire dans la durée, mais bien sûr de traiter le plus rapidement possible, généralement en 3, 4, 5 mois, ces difficultés. C'est néanmoins le temps nécessaire pour traiter avec l'ensemble des partenaires que j'ai évoqués, puisque à l'instar de la Banque de France, et parce que les règles, j'allais dire, tacites de ces restructurations sont faites ainsi, les banquiers donneront toujours leur accord sous réserve d'un accord anonyme unanime, pardon, de l'ensemble des autres partenaires bancaires. Donc, on a besoin quand même d'un certain délai pour pouvoir traiter avec eux. Et puis, on a aussi le traitement de la dette fiscale et ou sociale qui se fait au travers de ce qu'on appelle la CCSF, c'est la Commission des chefs des services financiers, qui est présidée par le directeur des finances publiques et vice-présidée par le directeur de l'URSSAF.
et qui, ensemble, apprécient la solution qu'on leur propose pour l'entreprise, qui généralement passe par un échéancier qui peut aller jusqu'à 36-48 mois suivant la nature des difficultés de l'entreprise et sa capacité à se retourner. On peut aussi solliciter des abandons. C'est plus compliqué, mais on peut tendre vers ces solutions si la situation le justifie. Donc, je vous le disais, première étape, si je puis dire, le mandat ad hoc. Comme vous le disait, Monsieur le Président, pour l'ouverture du mandat ad hoc, eh bien, le chef d'entreprise contacte le tribunal par l'intermédiaire du greffe, avec un rendez-vous qui est fixé extrêmement rapidement, un rendez-vous qui est évidemment confidentiel. Sur le plan formel, il y a ce qu'on appelle une requête qui est déposée au greffe du tribunal. C'est un document, Olga, je pourrais vous donner le modèle de ces documents, que ce soit pour le mandat ad hoc, la conciliation ou la sauvegarde. C'est des modèles type CERFA qui ont été élaborés par le Conseil national des greffiers. Et qui est très simple à compléter. Il y a une petite partie de littérature, mais surtout une partie de chiffres précisément pour apprécier s'il existe ou pas un état de cessation des paiements et les chances de succès de l'entreprise dans ce type de procédure. Et le président, une fois qu'il a reçu le chef d'entreprise en rendez-vous et qu'il a pu évoquer avec lui les difficultés, va rendre ce qu'on appelle une ordonnance, une décision de justice, dans laquelle, par l'intermédiaire de laquelle il ouvre le mandat ad hoc, mais il en fixe non seulement la durée, mais la mission confiée au mandataire ad hoc. Et le coût. Et le coût également, puisque concomitamment au dépôt de la requête, il faut, dit le texte, qu'il y a un accord sur les honoraires. Nous ne sommes pas gratuits, contrairement à la Banque de France, mais il est pour ces raisons nécessaire de baliser les honoraires et surtout le plafond, c'est-à-dire le maximum d'honoraires qui pourront incomber à l'entreprise pour cette restructuration, et cette convention doit être jointe à la requête. Oui, et le montant des honoraires est accordé sous le contrôle du président du tribunal, hein, qui signe l'ordonnance, bien sûr. Hein. L'idée, et je voudrais un peu tordre le cou, puisqu'on aborde le sujet à certaines idées reçues, bien évidemment, quand on est en difficulté, c'est toujours difficile d'admettre qu'on doit payer une prestation pour être aidé. Il n'empêche que ce que j'explique à tous les chefs d'entreprise qui viennent me voir, mon objectif n'est pas de leur apporter une restructuration, un accord avec leurs partenaires qui couvre mes seuls honoraires, mais bien que l'avantage qu'ils tirent de cette procédure puisse se chiffrer à X fois le coût de mes honoraires, sinon ça n'a pas de sens. Moi, je fais ce métier pour aider les entreprises, certes j'en vis, mais je n'aurais aucun plaisir à exercer ce métier si c'était uniquement pour facturer des honoraires qui correspondent aux seuls bénéfices que j'apporte à l'entreprise. Oui. Et il n'y a, alors je n'ai jamais vu, moi, qualité de président du tribunal de commerce d'Annecy, de contestation des honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur, même dans les très rares cas où le mandat ad hoc et la conciliation échouent. Et inutile de vous dire, mais je le fais quand même, que lorsque le mandat ad hoc et la conciliation aboutit, c'est-à-dire dans plus de 90% des cas, le chef d'entreprise est ravi de payer des honoraires de l'administrateur judiciaire. En disant généralement aussi, si j'avais su, je serais venu vous voir avant. Comme toujours. Donc, le mandat ad hoc, pour terminer sur cette procédure, se termine quand tout se passe bien, et vous l'avez compris, c'est souvent le cas par ce qu'on appelle un protocole d'accord. C'est un document, un contrat finalement entre les partenaires. C'est généralement les banques qui demandent ce type de document, donc un protocole qui est signé par l'ensemble des parties et qui a à ce stade-là une valeur contractuelle. En revanche,
soit parce que on est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, soit parce que les banques souhaitent que ce protocole revêt une force exécutoire supérieure. À ce moment-là, on peut avoir à ouvrir une conciliation, vous l'avez compris. Donc la conciliation, elle est plus encadrée parce que le législateur part du principe que l'entreprise arrive plus tardivement. Elle peut arriver alors même qu'elle est en état de cessation des paiements, pour autant que cet état de cessation des paiements est inférieur à 45 jours. En revanche, et parce que, encore une fois, le législateur part du principe que l'entreprise est dans une situation plus dégradée quand elle arrive en conciliation, on a des outils qui sont un peu plus coercitifs, et notamment la possibilité désormais, ça c'est inscrit dans les textes suite à une ordonnance qui est parue pendant la période Covid, on peut imposer des délais lorsqu'on demande à des créanciers que l'on attrait dans la procédure de conciliation. On peut demander un report de l'exigibilité de leurs créances pendant cette procédure de conciliation, et si on a un refus de la part de ces créanciers, on peut solliciter le président du tribunal de commerce qui, lui, a la main pour soit imposer un échéancier sur 24 mois, soit un moratoire de 24 mois, c'est-à-dire que ce moratoire peut aller jusqu'à 23 mois de franchise avec le règlement qui se ferait sur le 24e mois. Ce sont des mesures de sauvetage urgentes pour libérer l'entreprise d'une problématique identifiée à un instant T et lui permettre de trouver une solution plus globale. La conciliation, elle permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme pour le mandat ad hoc aussi, de traiter avec les créanciers fiscaux sociaux par intermédiaire de la CCSF, d'obtenir des accords avec d'autres créanciers. Elle permet aussi de préparer une session, ce qu'on appelle un prépack session, c'est-à-dire que là aussi, on bénéficie de la confidentialité des échanges avec d'éventuels candidats repreneurs. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour autant que les conditions prévues par le texte sont remplies, eh bien, cette session peut se faire ensuite extrêmement rapidement, en quelques semaines à peine, cette fois à la barre du tribunal, c'est-à-dire en n'ayant pas à régler le passif, 100% du passif en tout cas, mais comme on le fait en plan de cession, avec un prix de cession, un volume d'effectifs qui est repris, qui est apprécié par le tribunal, le procureur, et là aussi, dont l'objectif est de préserver le fonds de commerce. La procédure de conciliation, elle se termine généralement aussi par un protocole d'accord qui, là, peut avoir une force exécutoire supérieure avec un constat de l'accord qui permet à ce protocole de rester confidentiel. Le président rend là aussi une simple ordonnance qui n'est utilisée que par le dirigeant qui souhaite et qui peut conserver la confidentialité. En revanche, on peut avoir une force supérieure avec l'homologation qui se fait cette fois devant le tribunal, qui vient rompre quelque part la confidentialité uniquement, en revanche, sur l'information selon laquelle l'entreprise a trouvé un accord avec ses créanciers et en aucun cas sur le contenu de cet accord qui, lui, reste strictement confidentiel. Enfin, on a cette troisième procédure un peu plus lourde, j'en conviens, mais extrêmement efficace néanmoins, qui est la sauvegarde, qui là aussi est réservée aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, mais qui ne sont pas en mesure de surmonter seules les difficultés auxquelles elles doivent faire face. Là, c'est le tribunal, ce n'est plus le président seul, c'est une juridiction distincte au sein du tribunal de commerce et qui ouvre la procédure de sauvegarde en ouvrant une première période de 6 mois, renouvelable une fois. C'est désormais strictement limité à 12 mois au total. 12 mois pendant lesquels l'administrateur judiciaire accompagnera l'entreprise pour la restructuration d'une part, mais aussi pour la préparation
du plan de sauvegarde qui consistera à régler le passif de l'entreprise sur une durée maximum de 10 ans. Monsieur le Président vous l'expliquait tout à l'heure. Pas nécessairement en linéaire d'ailleurs, puisque pour diverses raisons, on peut avoir besoin d'établir un plan en progressif. Et cet administrateur judiciaire que je suis dans ces procédures, une fois le plan adopté par le tribunal, prend généralement la casquette de ce qu'on appelle le commissaire à l'exécution du plan. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, l'entreprise redevient ce qu'on appelle in bonis, mais surtout continue d'être accompagné par un professionnel au cas où ce plan doit être à nouveau restructuré, puisque ce n'est pas figé dans le marbre. On définit une durée du plan, une progressivité le cas échéant, mais en fonction de l'évolution, et Dieu sait qu'il peut se passer des choses en 10 ans, de l'évolution de la situation de l'entreprise, on peut retravailler ce plan pour l'adapter à sa situation. La procédure de sauvegarde, elle est terriblement efficace puisqu'elle gèle l'intégralité du passif de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure. Vous l'avez compris, il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour bénéficier de cette procédure. Et élément également très important, les cautions personnes physiques et les co-obligés, généralement le dirigeant qui a donné sa caution pour obtenir un prêt, est lui-même protégé pendant toute la période d'observation, donc pendant les 12 mois, vous avez vu dans le schéma, mais également pendant toute la durée du plan de sauvegarde, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans. Et généralement, la caution, elle s'éteint au bout des 10 ans, ou avant si le plan est plus court, puisque la caution étant l'accessoire du principal, le principal est la créance de la banque qui est payée dans le cadre du plan. Lorsqu'elle est intégralement payée, il n'y a plus lieu de faire appel à la caution. On a démarré cette présentation avec cette notion très importante qui est le timing. Le timing, il se regarde aussi par rapport à cette notion clé qui est l'état de cessation des paiements. C'est vraiment le critère de choix des différentes procédures. Comme l'a dit Monsieur le Président, plus on vient en amont, plus on a de chances de sauver son entreprise. Et vous l'avez compris, ces procédures sont ouvertes aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements ou depuis très peu de temps. L'état de cessation des paiements, c'est lorsque vous avez, dit le texte, un actif disponible inférieur à votre passif exigible. L'actif disponible, c'est la trésorerie. Ce sont des réserves de crédit comme un découvert qui n'est pas utilisé ou la partie non utilisée. Ça, on considère que c'est de la trésorerie, enfin, c'est de l'actif disponible. Et des créances qui sont rapidement mobilisables par l'intermédiaire du factor ou de DAI. Ça, c'est pour l'actif disponible qu'on compare au passif exigible. Le passif exigible, ce sont les échéances qui sont échues et impayées, donc qui sont arrivées à date, mais que l'entreprise n'a pas pu honorer, comme des cotisations URSSAF, de la TVA, des échéances de prêts, des factures fournisseurs, etc. Et donc, lorsque ce passif exigible en cumulé est supérieur à l'actif disponible, on est en état de cessation des paiements. Les signes caractéristiques de l'état de cessation des paiements, ce sont des difficultés à payer les cotisations URSSAF ou la TVA, certains fournisseurs sur lesquels on tire un peu naturellement lorsqu'on a des difficultés de trésorerie. Et vraiment, le signe majeur d'un état de cessation des paiements, ce sont les difficultés à régler les salaires. Voilà pour cette présentation de ces procédures qu'on souhaitait vous faire. Alors, je comprends que les procédures comme conciliation et ad hoc, ça ne donne aucune inscription au CABIS de l'entreprise. Voilà. Ça reste strictement confidentiel. Pour les clients. Le seul moment où on a une rupture de la confidentialité, c'est lorsque la solution a été trouvée et dans l'unique cas d'une homologation de l'accord, où là, on a une publication au BODAC, mais pas de mention. Ouais, ok. Que les chefs d'entreprise qui se sont portés caution auprès des banques, dans 99% des cas, n'oublient pas l'existence de ces procédures, parce que c'est la double sanction, c'est la double peine.
On perd son outil de travail et son capital, et on est obligé, quand on est caution, ensuite de payer les dettes bancaires que l'entreprise n'a pas pu payer. C'est une raison complémentaire extrêmement importante et très personnelle, parce qu'on voit des chefs d'entreprise qui sont... parce que les banques poursuivent systématiquement les cautions. Et ben on voit des chefs d'entreprise qui vendent leur maison et qui perdent tout. Voilà, parce ils ont trop attendu. Ah ouais. Alors oui, il y a Mégane, oui, allez-y. Bonjour. Moi, ma participation aujourd'hui, elle est dans le but de pouvoir accompagner en fait les sous-traitants transporteurs avec lesquels on travaille. On est une entreprise commissionnaire de transport et on travaille avec des sous-traitants qui sont réguliers et on fait face malheureusement à beaucoup de sous-traitants désormais qui nous font part des difficultés liées à leur entreprise et qui parfois sont obligés de clôturer un partenariat avec nous parce qu'ils n'arrivent plus à pouvoir avoir une rentabilité qui leur permette de mettre à disposition des camions pour nous. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, après ce webinaire, en fait, quand on veut pouvoir les orienter, c'est dans un premier temps déjà de leur demander de faire le point avec leur établissement bancaire, mais quand malheureusement c'est pas possible que l'établissement bancaire ne trouve pas de solution pour eux, il faut qu'on les oriente vers le tribunal de commerce pour avoir ce type en fait d'aide qui soit mise en place. C'est la deuxième option en fait dès lors que eux ne peuvent plus intervenir directement avec leurs propres moyens en fait. C'est très simple. Ils appellent le greffe du tribunal de commerce dont ils dépendent, où ils envoient un mail, greffe. Le mail est immédiatement transmis au juge chargé de la prévention et le rendez-vous est pris, comme je vous le disais, dans un délai de 2 à 3 jours. Voilà, c'est très simple. Okay. C'est très simple. Et est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils doivent mentionner dans leur courriel? Qui souhaitent rencontrer un juge chargé de la prévention pour une procédure de mandat, pour un mandat ad hoc ou une conciliation ou une sauvegarde. Voilà. D'accord. Tout simplement. C'est très simple. C'est un mail. Le mail est immédiatement transmis par le greffe et le juge, le ou les juges chargés de la prévention en ont tout de suite connaissance. Voilà. Oui. Donc le mot-clé, c'est prévention. Prévention, prévention, prévention. Voilà. Oui, d'accord. OK. Parce que j'imagine que des petites entreprises, elles ne maîtrisent pas les subtilités entre des différentes procédures proposées au sein du tribunal. Et donc, en fait, un peu mot-clé à mettre dans l'objet ou dans le mail, c'est prévention. Oui, et puis il y a un autre mot-clé, malheureusement, qu'on rencontre de temps en temps, c'est le déni du chef d'entreprise de la situation dans laquelle se trouve son entreprise. Il pense qu'il va y arriver. Il rentre dans une période qui devient compliquée, avec un prévisionnel à quelques mois qui n'est pas bon. Il se dit, mais je vais y arriver tout seul. Il faut surtout pas faire ça. Tout de suite saisir le juge chargé de la prévention. Tout de suite. Ouais, j'ai peut-être juste complété, mais c'est exactement ça. Nous, on se rend compte, on a 55% là en ce moment de taux de succès, donc ça veut dire quand même qu'il y a 45% d'échecs. Et nous, ce qu'on fait derrière, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à négocier, on propose en fait aux dirigeants de se rapprocher parce que ça dépasse le cadre, bien sûr, du financement bancaire, et on oriente le chef d'entreprise à se rapprocher des tribunaux de commerce parce que voilà, ils sont là aussi pour les aider. Et bien souvent, voilà, la première approche, c'est que ça fait peur d'aller. Donc, on essaye de dédramatiser justement le rôle des tribunaux de commerce et que c'est aussi un levier pour sortir de ces difficultés. Mais c'est vrai, c'est ce que vous disiez, c'est voilà, ils sont parfois un peu dans le déni et ils hésitent et quand ils prennent la décision, parfois il est trop tard et que la seule solution, c'est la liquidation judiciaire. Alors que s'ils avaient anticipé en amont, voilà, il y aurait pu avoir peut-être une solution plus pérenne. Finalement, pour être sauvé, il faut rencontrer sa peur. Absolument. Ouais, et anticiper, voilà, c'est l'anticipation, la prévention, c'est exactement les mots qu'il faut retenir, je pense, de ce webinaire. Je veux clôturer notre échange. Merci beaucoup, c'était extrêmement riche. J'ai appris beaucoup de choses.
Je vous remercie beaucoup.